Marché du jouet quand le plaisir de l'enfant devient une affaire de gros sous et de grandes personnes. Derrière les poupées, le bagne, reportage à Hong Kong et dans les usines du sud de la Chine. À l'heure des cadeaux de Noël, que peut-on encore glisser sous le sapin? Résultat d'un grand test sur l'éthique des principales marques. Cher Père Noël, je m'appelle Alice et cher Père Noël, je m'appelle Mathieu Noël. S'il te plaît, pourrais-tu me donner j'aimerais avoir des gants et des papillons et aussi un rouleau de perruche qui coiffe leur biberon et des malheurs magiques et puis le dernier jouet, je te le laisse choisir. Plaisir que tu m'apportes le cadeau que tu veux. Je te fais une grosse bise, Père Noël. Alice. Bonsoir, jouer les Pères Noël, c'est un plaisir. Entre la magie qui opère quand l'enfant déballe le paquet et nos propres souvenirs d'enfance, le cadeau joue un rôle important dans nos relations à l'autre. Mais jouer les Pères Noël peut aussi se transformer en corvée. Par exemple, quand on s'y est pris trop tard et qu'on se retrouve dans la cohue qui précède les fêtes, alors qu'on s'était juré l'an dernier encore d'anticiper. Corvée encore quand il s'agit de choisir et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il faut dire que plus d'un jouet sur deux est une commande de l'enfant. Ce fait n'échappe pas aux fabricants qui les bombardent de publicité. Un marketing féroce, une parfaite connaissance de la psychologie enfantine, un flair redoutable pour toutes les nouveautés susceptibles d'éveiller un désir impétueux. Voilà le secret de la réussite pour l'industrie du jouet. Jouer est une affaire éminemment sérieuse. Le jeu, c'est un peu le métier de l'enfant. Il lui permet d'apprivoiser peu à peu le monde qui l'entoure, de le comprendre et d'en explorer les règles. Il lui permet aussi de s'initier au monde de la consommation. C'est donc par le jouet que l'enfant devient un consommateur actif. Chez Manor, l'offensive de Noël commence début novembre. Pour tous ceux qui veulent éviter l'enfer des achats de dernière minute, c'est bien pratique. Et pour le magasin, cela permet de rentabiliser au maximum la période des fêtes. En quelques semaines, le distributeur réalise 60% de son chiffre d'affaires annuel. Francesco Cordileone est responsable du secteur jouets pour le groupe Manor. Je pense novembre, décembre pour nous, c'est vraiment les 2 mois plus importants de l'année. On fait beaucoup de chiffres dans ces 2 mois. Pour nous, c'est très important de donner un choix à notre client. Je pense que c'est vraiment fondamental pour notre chiffre d'affaires. Manor est le premier vendeur de jouets en Suisse, juste devant Migros. Cette année, le magasin propose quelques 9000 jouets différents. Et pour les présenter, il a agrandi la surface du rayon de 35%. Mis à part quelques nouveautés comme les puzzles sphériques, on retrouve les mêmes objets d'année en année. Pourtant, pour garnir la hotte du Père Noël, tout jouet doit donner l'impression d'innover. Et voilà maintenant. Par exemple, cet hiver, le beige est à la mode chez les nounours. Les incontournables Playmobil et Lego ont choisi le thème du château. Quant aux marques de poupées, elles se livrent une lutte sans merci pour aguicher les petites filles sans trop choquer les mamans. Bref, tout est question de mode et de marketing. Et comme dans le monde des adultes, ce sont les marques qui dictent les règles du jeu. Le marché des jouets, aujourd'hui, la plus grande part, 60-70%, c'est de la marque. C'est comme ça. On a toujours Mattel, Playmobil, Lego. C'est clair que ça, c'est vraiment les grandes marques des jeux. Mais il y a une petite part de ce marché ce sont des produits similaires aux marques qui arrivent de la Chine, comme presque tous les jouets et aussi des marques, qui donnent un autre rapport qualité-prix. C'est important pour Manor à donner le choix aux clients aussi de ces produits-là. En fait, la concurrence que se livrent les distributeurs sur les jouets de marque comprime leur marge bénéficiaire. En revanche, les produits importés directement de Chine font danser le tiroir caisse. On ne va plus voir d'enfants dans cette émission, ni même en entendre parler. La suite est une question de chiffre de vente et de stratégie commerciale. Le marché mondial du jouet pèse 69 milliards de dollars. À eux seuls, les Suisses dépensent 400 millions de francs par année, dont la moitié rien qu'à Noël. Pour assurer le même chiffre d'affaires d'année en année, les vendeurs renouvellent plus de la moitié de leur assortiment chaque saison. Dans cette logique commerciale, la vie d'un jouet doit être éphémère. La question n'est pas de savoir combien de temps l'enfant jouera avec, mais avec quels arguments éveiller son désir d'en recevoir un nouveau. Et pour alimenter l'ogre, tous les marchands convergent vers Hong Kong. Madeleine Brot et Eric Bello ont suivi la trace des grossistes du Père Noël.
Hong Kong, l'une des principales places financières mondiales, est le premier port de la planète pour le trafic de containers. La ville compte 7 millions d'habitants pour une surface à peine plus grande que le canton du Jura. Durant des décennies, l'indication Made in Hong Kong a symbolisé l'électronique bon marché. Aujourd'hui, à la place, on peut lire Made in Vietnam, Made in Korea et bien sûr Made in China. Mais Hong Kong n'a pas perdu ses infrastructures commerciales, bien au contraire. Rendue à la Chine par la Grande-Bretagne en 1997, la ville a gardé le droit officiel d'être capitaliste. Le développement économique chinois avait besoin d'une plateforme commerciale ouverte sur le monde et Hong Kong a su rester indispensable, notamment pour le négoce et l'exportation des jouets. Le volume des ventes de Manor fait de Francesco Cordileone le premier acheteur suisse de jouets. Pour remplir sa hotte, ce Père Noël sans barbe se rend 4 fois par année à Hong Kong. Je pense Hong Kong, où le domaine des jouets c'est domicilié ici. Il faut aller ici pour savoir les trends, pour voir ce que ça passe dans le marché. Et il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des produits qui sont rénovés, qui font avec des nouveautés dedans. Pour nous, c'est très important d'être ici. À Hong Kong se tiennent non pas une, mais 3 foires annuelles du jouet. La plus importante a lieu en janvier pour préparer le marché de Noël. Celle d'octobre, quant à elle, est surtout l'occasion de choisir les jouets de l'été suivant. À première vue, rien de très original. Mais il faut dire que dans l'industrie du jouet, personne n'hésite à copier son concurrent. Pourtant, quiconque fait commerce de jouets dans le monde se doit de visiter la foire. On y vient dans l'espoir de trouver l'imitation bon marché d'un produit de marque et surtout de prendre le pouls des dernières tendances. Le marché européen est, disons, encore classique. Des visages réalistes. Les animaux doivent ressembler à la réalité pour bien se vendre. Ensuite, le marché américain permet de développer des designs différents. Et enfin, le marché japonais recherche des nouveaux personnages proches du dessin animé. Les acheteurs sont occidentaux ou japonais, les vendeurs, eux, sont chinois, coréens ou taïwanais, et les affaires se portent bien. Cette année, nous avons eu beaucoup de commandes de France, de Grande-Bretagne et d'Autriche. Francesco Cordileone et son équipe d'acheteurs n'ont fait qu'une courte visite à la foire. Pour eux, les affaires les plus importantes se concluent ailleurs. À Hong Kong, des milliers d'entreprises possèdent leur propre showroom, des lieux d'exposition privés qui se visitent sur rendez-vous et sur recommandation. L'ambiance évoque plus le salon feutré d'une bijouterie que la chambre d'enfant. Normal, personne n'est là pour s'amuser. En quelques secondes, l'acheteur doit estimer le potentiel commercial de l'objet. Il y a l'avance que tout le monde là, les premiers prix, médium prix. Pour nous, c'est important, surtout ici en Extrême-Orient, de chercher quelque chose quand la concurrence n'a pas encore. Ça veut dire les petits gadgets, comme j'ai déjà montré, et puis d'être premier sur le marché, ça c'est important. Voilà, la nouveauté, c'est l'obsession de tout marchand de jouets. Pourtant, sur ce marché, les révolutions sont rarissimes. Pour les garçons, par exemple, il est difficile d'échapper aux voitures, aux avions et aux petits soldats. À eux trois, ces jouets constituent 70% de l'offre de base. Pour l'essentiel, donc, l'innovation se cache dans les détails. Un gadget technique, un accessoire supplémentaire ou un emballage particulièrement soigné. À 14 mois de Noël 2005, bon nombre des produits présentés ne sont encore que des prototypes. Ils ne seront fabriqués que si les acheteurs montrent un intérêt suffisant. Dans un premier temps, les produits sélectionnés feront l'objet d'une offre financière, mais à ce stade, aucun accord n'est signé. Chez Manor, on reconnaît qu'une fois sur 5, les acheteurs se trompent. Le jouet est un échec commercial. C'est une nouveauté, c'est une poupée aussi, avec l'odeur fruitée, rafraîchissante. Alors maintenant, ici j'ai une pomme. Alors si on veut amuser ça, il y a une certaine odeur de pomme qui arrive. C'est quelque chose de nouveau. Maintenant, ça dépend si les filles veulent ça. Ça, je sais pas maintenant. C'est quelque chose qu'on doit regarder. Il y a des choses qui sont très intéressantes, comme ces bois. Je pense que ça, c'est quelque chose que les filles aiment avoir comme ça. Là, vous voyez aussi avec la boîte déjà, avec le bois. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut très bien marcher.
Et de l'autre part, notre fournisseur l'a expliqué aussi avant qu'ils ont des designers qui suivent la mode européenne. Là, vous voyez aussi dans la mode, il y a plus de choses européennes. Pour l'Amérique, peut-être il y a de la mode américaine, mais plus ou moins, on a déjà l'assortiment qui est présenté pour l'Europe. Coller à la mode ne s'applique pas uniquement aux poupées, aucun jouet n'y échappe. En une semaine, les acheteurs visiteront 60 showrooms, simplement pour être certains de saisir la tendance du moment. Les Chinois ont bien compris l'importance du design dans le succès d'un jouet. Il y a 2 ans, l'Université Polytechnique de Hong Kong inaugurait une filière de formation spécialisée. L'enseignement y est dispensé par Rémi Leclerc et Peter Dean. L'un est français, l'autre américain. Leur mandat est de transmettre leur métier de designer aux étudiants asiatiques. Chaque semaine, je reçois des coups de fil avec des gens, des partenaires que je connais et qui me demandent est-ce que tu peux m'envoyer 1 ou 2 candidats, on est en demande, on est en manque de bons designers, etc. Donc je pourrais à peu près en trouver une trentaine, enfin de chaque année en trouver des places pour 30 étudiants, j'en ai 5 ou 6. C'est un endroit où on peut développer des idées très rapidement, juste de l'autre côté de la frontière qui nous sépare de la Chine continentale. Il y a 300 kilomètres le long de la côte. D'usines, de dortoirs, d'ateliers, d'entrepôts où sont fabriquées peut-être 70% des choses qui sont vendues autour de la planète. Donc c'est un endroit où l'on fabrique et l'on fait les choses de manière assez pragmatique, sans trop poser de questions. L'année dernière, Rémi Leclerc a gagné le prix de la foire de Hong Kong pour Ablarou, un robot conçu pour jouer avec le sens de l'ouïe. Ablarou a été imaginé par un designer français pour amuser les enfants japonais et américains. Bientôt, il se pourrait bien que des designers asiatiques amusent les enfants européens. La délocalisation de l'industrie, bon, ça tout le monde connaît, mais bientôt on va voir que de plus en plus la mode, tout le design graphique, tout le design du produit lui-même, et même bientôt l'idée lui-même viendra d'ici. Donc on sera vraiment très délocalisé. Il y aura juste une marque, que ce soit européenne ou américaine, qui survivra sur le packaging. Le reste, tout ce qui est à l'intérieur, ça aura été fait ou inventé ou pensé ici. Hong Kong et ses salons feutrés, c'est le visage présentable, lisse et coloré de l'industrie du jouet. Mais la ville n'aurait pas l'importance qu'elle a si elle n'était adossée à la plus grande usine du monde, la République populaire de Chine. C'est la face noire, celle que l'on se garde bien de nous montrer, et vous allez comprendre pourquoi. Après plusieurs mois d'enquête, ABE est parvenu à introduire une caméra là où naissent les jouets. 早上是7点半上班，上到中午的11点半，下午的1点半再上到5点半，所以从6点半开始上班，上到晚上的12点以后有的加通宵，有的加到2点、4点，节假日从来没有过休息日。 15 à 17 heures de travail par jour. Des témoignages comme celui-ci, Radio Free Asia à Hong Kong en enregistre chaque semaine. Tous racontent la même misère, celle des petites mains du boom économique chinois. Il y a encore 20 ans, les habitants de Hong Kong s'amusaient à observer à la jumelle les pêcheurs d'un petit village situé en Chine populaire, juste de l'autre côté de la frontière, Shenzhen. Aujourd'hui, Shenzhen est une ville de 7 millions d'habitants. En 20 ans, le village est devenu le phare du néocapitalisme chinois. Shenzhen a été choisi en 1980 pour être l'un des 4 laboratoires chinois de l'ouverture au capitalisme. Située à côté de Hong Kong, la ville et la province du Guangdong dont elle fait partie ont rapidement attiré les investisseurs de Hong Kong, puis du monde entier. Résultat, le Guangdong collectionne les records. 2 paires de chaussures sur 3 portées dans le monde sont fabriquées ici, la moitié des téléphones portables, des appareils photo, des montres et 75% des jouets produits sur la planète proviennent de cette gigantesque zone industrielle. Dans cette région, on accueille volontiers tout acheteur potentiel, mais on n'apprécie pas les journalistes, surtout dans les usines de jouets. Pour filmer dans ce monde clos, nous avons convaincu des personnes bien introduites de nous fournir une couverture. La caméra n'était pas cachée, mais elle devait se faire discrète. On estime à 4000 le nombre d'usines travaillant pour le marché du jouet. Celles-ci fabriquent en sous-traitance des jouets pour MGA Entertainment et Hasbro. Comme dans toutes les usines que nous avons visitées,
Ici, travailler à la chaîne n'est pas qu'une figure de style. L'industrie du jouet est très gourmande en main-d'œuvre non qualifiée. Ces femmes sont des migrantes. En moyenne, elles ont entre 20 et 25 ans. Toutes sont originaires des régions rurales et pauvres de la Chine. Sauf pour certaines tâches physiques, les hommes sont rares. Explication, ils sont jugés moins dociles. En Chine, les exigences de la loi sur le travail sont claires. 8 heures quotidiennes et 1 jour de congé minimum par semaine. Cependant, pour les secteurs où l'activité est saisonnière, un certain volume d'heures supplémentaires est autorisé en période de forte production. Or, c'est justement le cas du jouet. Pour satisfaire la demande de Noël, les usines travaillent à plein rendement de juin à octobre. Et ce pic de production justifie tous les excès. Le syndicat dans lequel milite Chan Ka-wai n'est pas officiellement autorisé en Chine. Pourtant, son organisation suit de très près les conditions de travail dans la région de Shenzhen. 75% de la production totale de jouets dans le monde est fabriquée en l'espace de 3 mois. Donc vous pouvez imaginer combien d'heures les ouvriers travaillent en cette période de pointe. Dans de nombreux cas, c'est ce que montrent nos recherches, les ouvriers travaillent plus de 100 heures par semaine. 12 ou 13 heures par jour, dans un bruit assourdissant, répétant à l'infini le même geste, sans jamais prononcer une parole, sous le regard permanent des surveillants, telle est en résumé la condition des ouvrières du jouet. Mais ce que la caméra ne peut pas montrer, c'est la chaleur, 40 degrés en moyenne dans les ateliers, et surtout les odeurs. Le jouet est un univers de plastique et de solvant. Au départ, les pièces sont moulées séparément à chaud, avant d'être poncées, peintes et collées. Autant d'étapes où les ouvrières inhalent des substances fortement toxiques. Dans les usines occidentales, la plupart de ces étapes sont mécanisées et aucun employé ne peut approcher les machines sans une protection adéquate. Ici, le personnel n'est même pas conscient des dangers qu'il encourt. Environ un tiers des accidents surviennent durant les heures supplémentaires. Cela signifie que les heures sup sont un point très important pour la sécurité. En particulier quand les ouvriers sont fatigués. Quand ils sont fatigués, ils perdent la notion de beaucoup de choses, même s'ils sont formés. C'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas une question de formation. C'est aussi lié au management en général, c'est-à-dire la manière dont l'usine agit. Si l'usine continue d'agir de cette manière, je ne vois pas comment les ouvriers pourraient travailler en sécurité. Quant au salaire de ces femmes, il se situe entre 60 et 100 francs par mois. En théorie, cela correspond au revenu minimum légal. Mais dans les faits, cela ne permet pas de vivre décemment. En effet, ces ouvrières migrantes doivent encore rembourser le voyage en train qui les a emmenées ici. Elles doivent envoyer de l'argent à leur famille et surtout, elles doivent s'acquitter auprès de l'usine des frais d'hébergement. Dans ces fabriques, la majorité des ouvriers dorment sur place. Souvent, ces dortoirs sont à la limite de la salubrité. Quant à la nourriture, tous les témoignages concordent. Finalement, si une ouvrière décide de donner sa démission, aucune loi ne le lui interdit. Mais en général, elle se verra privée de son dernier mois de salaire et dans certaines entreprises, on lui retiendra en plus une caution versée au moment de l'embauche. Officiellement, le travail forcé n'existe pas, mais on s'en doute, la mesure est parfaitement dissuasive. Une poupée de ce type sera vendue 39 francs 90 en Suisse. Sur cette somme, moins de 1 franc ira aux ouvrières du Guangdong. La différence va pour l'essentiel dans la poche des marques. Ce sont elles qui dictent les règles du jeu. Pour éviter les invendus, elles passent commande à la dernière minute et imposent ainsi des rythmes de production inhumains. Leur pression sur les prix tue toute possibilité d'améliorer les conditions de travail et de sécurité dans les usines. Bref, pour augmenter leurs profits, elles ne prennent aucun risque. Ce sont les sous-traitants qui les supportent tous.
En 1993, une usine de la région de Shenzhen prenait feu. Pour éviter les vols, les issues de secours étaient verrouillées. Ce jour-là, 86 ouvrières sont mortes ou ont été brûlées. Face au scandale, l'industrie du jouet a rédigé des codes de conduite censés réglementer les conditions de production. Depuis, chaque fois qu'on leur pose une question, les multinationales du jouet brandissent ces textes. Ceux qui les ont étudiés de près ont du mal à y voir autre chose qu'une manœuvre hypocrite. Le 25 janvier 1996, Marie-Claude Essler écrit à Mattel. Cette juriste a appris que tout n'est pas rose au pays de Barbie et demande que les conditions de travail dans les usines chinoises de la marque soient améliorées. La réponse ne lui plaît pas du tout. Pendant longtemps, j'ai été bénévole à Amnesty International. J'avais lu beaucoup de réponses de dictateurs et j'ai trouvé que la réponse du PDG de Mattel ressemblait passablement à la réponse que recevait Amnesty International. Donc je me suis un peu méfiée. Et elle se méfie à tel point qu'elle devient alors petite actionnaire, ce qui lui donne le droit de poser des questions devant l'Assemblée générale annuelle. Épine dans le pied de Mattel, elle démontre qu'il ne suffit pas d'élaborer un code de conduite, encore faut-il que son application soit vérifiée de manière indépendante. Et moi j'ai discuté avec des ouvrières, un tout petit peu en Chine et aussi au Mexique, et les Mexicaines me disaient, mais on nous avertit que quelqu'un va arriver. On nous dit, il faut mettre les protections contre le bruit ou les masques. Et elles savent. Donc l'usine est préparée. Certaines fois, on leur dit comment il faut répondre. Enfin, j'entends, elles ne se sentent pas libres de dire exactement tout ce qu'elles pensent. De plus, les codes de conduite sont parfois très ambigus. Dans celui de Mattel, par exemple, les horaires de travail ne sont pas précisés, ce qui laisse une grande marge de manœuvre à l'entreprise. J'ai appris que Mattel autorisait 60 heures de travail par hebdomadaire et vient de passer à 72 heures. Donc, on voit que le code de conduite, à la place au lieu d'influencer les conditions de travail, comme ça devrait être le cas, c'est les conditions objectives de travail qui obligent Mattel à modifier son code de conduite, ce qui est vraiment paradoxal et inadmissible. En résumé, rien ne changera dans les usines chinoises tant que les grandes entreprises comme Mattel n'accepteront pas d'accompagner leur beau discours d'un petit effort financier. Il y a quelques années, un peu par hasard, on avait appris que Mattel avait dépensé 6 millions de dollars pour améliorer les conditions de travail dans ses usines. Mais c'était sur 3 ans. Ils avaient construit une usine en même temps. Et pendant ce temps-là, ils avaient dépensé à peu près 1 milliard de dollars pour la publicité et la promotion. Et il faut peut-être aussi quand même savoir que le PDG de Mattel gagne plus de 10 millions de dollars par année. Donc 6 millions sur 3 ans, c'est rien. Moi, ce que je soupçonne, c'est que les sous-traitants et les fabricants de jouets tiennent à avoir leurs ouvrières dans des dortoirs avec très peu d'argent. Parce qu'elles sont corvéables à merci, elles sont sur place. Si elles se mettent à être éparpillées dans une ville, avoir de l'argent à dépenser, elles voudront du temps libre. Elles ne voudront pas travailler 18 heures par jour. Une chose est certaine, tant que les multinationales du jouet n'investiront pas dans la sécurité des ateliers, les conditions salariales, la formation ou le contrôle des horaires, les codes de conduite ne seront que des paroles vaines. Comme manifestement ces codes ne constituent pas un engagement pour les entreprises qui les rédigent, il est impossible de savoir si derrière les murs des usines, certaines marques se comportent mieux que les autres. Ce constat a poussé les 15 organisations de consommateurs réunies au sein de l'ICRT à mener une vaste enquête sur l'éthique des 6 plus grandes marques de jouets sous-traitants en Chine. Habituellement, ce genre d'études se fonde sur les informations disponibles en interrogeant les entreprises concernées, les syndicats et les organisations non gouvernementales. Or là, pour percer les brumes du Guangdong, il fallait aller plus loin. Parmi les milliers d'usines de jouets implantées dans le Guangdong, ICRT a sélectionné 6 fabriques, chacune travaillant en sous-traitance pour l'une des 6 multinationales qui ont fait l'objet de ce test. Ces grandes marques sont Mattel, Lego, Disney, Hasbro, Bandai et MGA Entertainment. Quant aux usines sélectionnées, chacune produit un jouet emblématique de ces marques et vendu partout sur la planète. Pour connaître la réalité des conditions de travail imposées par ces poids lourds de la branche, l'information a été récoltée auprès des premières concernées, les ouvrières elles-mêmes. Pour y parvenir, ICRT a mandaté une organisation non gouvernementale dont l'identité ne peut être dévoilée par crainte de représailles. Des membres de cette organisation ont interviewé clandestinement des groupes d'ouvrières sur leurs conditions de vie et de travail. Le questionnaire portait sur une dizaine de points, l'enquête a duré près de 8 mois et les résultats sont affligeants.
Premier constat, dans aucune des entreprises de ce sondage, les salaires ne permettent aux ouvrières de vivre décemment toute l'année. Deuxième constat, la protection contre l'exposition à la chaleur, au bruit, aux toxiques et au risque d'accident est systématiquement négligée dans les ateliers. Aucune marque ne peut donc se vanter de garantir des conditions de travail satisfaisantes dans les usines qui produisent pour elle. Cela étant, l'enquête a mis en évidence différents degrés dans l'exploitation des ouvrières. On commence par le moins pire. Lego est le 4e vendeur de jouets sur la planète. Il arrive en tête de cette étude. L'entreprise danoise fabrique elle-même la majorité de ses produits aux USA, en Suisse et au Danemark. Seuls 10% de sa production est sous-traitée en Chine, en particulier les Klikits, des bijoux en kit destinés aux petites filles. Au chapitre des droits des travailleurs, Lego est la seule entreprise de ce test qui offre à ses ouvrières un congé maternité. De plus, Lego garantit 1 jour et demi de repos hebdomadaire et la liberté de démissionner sans pénalité. Concernant les horaires, l'usine qui produit pour Lego respecte assez bien la législation. En période de forte production, le volume des heures supplémentaires atteint 55 heures par mois. Comparé aux autres, c'est peu. Enfin, question transparence, Lego semble faire des efforts pour respecter les normes et accepte que le suivi de son code de conduite soit effectué de façon indépendante. Mattel arrive en seconde position. Le numéro 1 mondial du jouet est basé à El Segundo en Californie. Il produit ses Barbie et autres MyScene dans plusieurs pays à la main d'œuvre bon marché comme l'Inde, le Mexique et bien entendu la Chine, où il fait travailler environ 120 000 personnes. Mattel propose les contrats de travail les plus stables de la branche, 1 à 2 ans, contre 3 mois chez la plupart de ses concurrents. De plus, le jour de congé hebdomadaire est respecté. En revanche, les ouvrières qui démissionnent perdent 20 jours de salaire. En matière d'horaire, les journées comptent 10 à 12 heures et en haute saison, les heures sup atteignent 112 heures par mois. Enfin, Mattel accepte une vérification indépendante de l'application du code de conduite, mais d'après l'enquête, l'usine donne des consignes aux ouvrières pour répondre prudemment lors des audits. En 3e position, on trouve Bandai, pratiquement à égalité avec Mattel. Le numéro 3 mondial du jouet est japonais, mais l'essentiel de sa production est fait en Chine, où la marque fait travailler 45 000 personnes. Ses 2 produits principaux sont les Tamagotchi et les Power Rangers. En haute saison, dans l'usine produisant pour Bandai, le jour de repos hebdomadaire est remplacé par un jour de repos mensuel. Le salaire est payé avec 1 mois de retard, mais l'enquête ne dit pas ce qu'il advient en cas de démission. Sans surprise, les horaires de travail ne sont pas respectés. En haute saison, on totalise 123 heures supplémentaires par mois, soit plus de 30 heures par semaine. Sur le plan de la transparence enfin, les ouvrières ne connaissent pas le code de conduite. Sans doute n'en ont-elles pas besoin, puisque Bandai leur dicte les réponses à donner aux auditeurs. Les 3 entreprises restantes sont encore plus déplorables sur le plan de l'éthique. 4e de cette enquête, MGA Entertainment est basé à North Hills en Californie. Le nom de l'entreprise n'est pas très connu. En revanche, son produit phare, la Bratz, est l'un des jouets les plus vendus au monde. L'année dernière, cet adepte des maquillages outranciers est même parvenu à détrôner la trop classique Barbie dans les cœurs des petites filles. Toutes les Bratz sont fabriquées par des sous-traitants chinois. Dans l'usine fabriquant des Bratz, il semble que les travailleurs peuvent démissionner sans pénalité. De plus, le jour de congé hebdomadaire est respecté. En revanche, les contrats sont à court terme et les horaires démentiels. Ainsi, d'après les ouvrières, les journées de travail durent entre 10 et 13 heures, auxquelles s'ajoutent 149 heures supplémentaires par mois. Des heures obligatoires, sauf pour les femmes enceintes. Enfin, MGA est la moins transparente des 6 compagnies. Elle n'a même pas rédigé un code de conduite. Ensuite, en avant-dernière position, on trouve Hasbro. Le numéro 2 mondial des ventes de jouets est américain, mais une part croissante de sa production est effectuée en Chine, notamment son jouet phare, Action Man. Hasbro ignore combien d'ouvriers chinois travaillent pour les sous-traitants de la marque. Dans l'usine visitée, l'ouvrier qui démissionne perd son dernier mois de salaire plus la caution de 7 francs qu'il a dû déposer au moment de l'engagement. En haute saison, le jour de congé hebdomadaire n'est pas respecté, il devient mensuel. Les horaires sont donc à l'image du reste, 157,5 heures supplémentaires par mois en période de haute production. Face à de telles conditions de travail, on comprend que l'entreprise dicte aux ouvriers les réponses à donner lors des audits. Enfin, Disney arrive dernier de ce classement éthique. L'entreprise de Burbank, Californie, ne produit pas elle-même ses jouets. Elle vend des licences aux autres marques pour l'utilisation de ses personnages et elle mandate directement des usines pour produire les jouets qui garniront ses propres magasins. Dans l'enquête, l'usine visitée fabriquait des peluches. Dans cette fabrique, le seul point positif est la durée du contrat, 1 an. Pour le reste, l'ouvrier qui démissionne perd 1 mois de salaire. Le jour de repos hebdomadaire n'est pas respecté en haute saison. Quant aux horaires, on atteint des records.
214 heures supplémentaires en haute saison, cela représente plus de 53 heures de dépassement par semaine. Bref, les journées comptent double. Sans surprise, l'usine communique les réponses à fournir en cas d'audit. De plus, elle possède un double système de fiches de paye, l'une pour l'usine, l'autre pour les audits. Nous avons bien sûr écrit à ces entreprises pour leur poser quelques questions. MGA, Hasbro et Disney n'ont même pas daigné accuser réception de notre courrier. Quant aux 3 autres, les moins mal notés, ils n'ont pas trouvé le temps pour une interview. Bandai ne nous a pas encore répondu, Mattel s'est contenté de nous renvoyer à sa documentation écrite. Quant à Lego, ils sont les seuls à nous avoir donné une réponse par écrit. Ils sont les seuls également à admettre la situation, mais de leur point de vue, c'est aux fabriques de financer l'amélioration des conditions de travail. Marie-France Corr, bonsoir. Vous êtes directrice des tests à Que Choisir. C'est vous qui avez piloté cette importante étude. Ça a pris quasiment une année. Alors, comment elles ont réagi, les entreprises, quand elles ont été contactées dans le cadre de cette enquête? Eh bien, en termes de communication, on peut dire qu'on a 2 extrêmes. Ça va de la transparence la plus grande, comme chez Bandai, à une fin de non-recevoir avec MGA, par exemple. Donc certaines ont refusé de collaborer et de répondre. Certaines ont refusé de communiquer avec nous, d'autres nous ont envoyé des lettres type pour nous dire qu'il n'était pas possible de visiter les usines, que toute l'information pouvait se trouver sur leur site internet, ou alors nous ont communiqué leur code de conduite. Et c'est tout. Alors on l'a vu, les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail ont un coût. Et qui doit le payer, ce prix-là? Puisque les multinationales disent c'est la faute au consommateur, il veut toujours payer le prix le moins cher, et donc c'est à cause de lui qu'on est dans une situation pareille. Oui, dès lors que le consommateur demande une amélioration du produit ou de ce qui l'entoure, on nous répond le consommateur doit payer. Là, je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire de consacrer plus d'argent à un jouet, parce que quand on regarde la structure du prix, on s'aperçoit que toutes les étapes nobles se font en Europe et la fabrication se passe en Chine. Et donc les coûts les moins importants se trouvent là-bas en Chine. Et le salaire, par exemple, a un impact de quelques pourcents seulement sur le prix final du jouet. Donc déjà, si on augmentait le salaire des ouvrières chinoises, on n'augmenterait pas dans des proportions extraordinaires le prix du jouet. Et puis, je suis persuadée que les consommateurs sont prêts à dépenser plus s'ils ont des garanties que les conditions de travail en Chine ou dans les autres pays du tiers-monde sont meilleures. Et un des enjeux, en dehors du salaire de ces ouvrières, c'est les horaires de travail qui sont incroyables. Oui, alors tout est lié, bien sûr. Hein. Le fait de payer assez peu les ouvrières et le fait de les faire travailler beaucoup plus longtemps permet des économies très importantes à l'entreprise et permet aussi de tenir en période de pointe, donc de façon à répondre à la demande très importante de jouets en période de fête de fin d'année. Alors, on est à 3 semaines de Noël. Le consommateur, face à ces résultats, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je pense pas que les organisations de consommateurs doivent appeler un boycott ou doivent bouder certaines marques. Dans l'étude, on voit qu'il y a une marque qui ressort, qui est moins mauvaise, mais malgré tout, toutes les conditions de travail sont catastrophiques. Ce qu'il aurait fallu faire, bon, c'est trop tard, c'est acheter plus tôt les jouets. Peut-être pour l'année prochaine, il faut conseiller à nos consommateurs de s'y prendre beaucoup plus tôt pour casser ce système de juste à temps, pour qu'on n'ait pas dans les usines des périodes de pointe extrêmes qui font travailler les ouvriers 15-16 heures par jour. Ça, c'est la première chose. Et puis, il nous faudra aussi des repères, parce que le consommateur n'a pas de choix aujourd'hui alternatif. On a des codes de conduite, mais on n'a pas de garantie, et on l'a vu dans notre étude, que les jouets sont fabriqués dans des conditions éthiques. On n'a pas beaucoup d'offres en termes de jouets de commerce équitable. Il n'y a pas de label non plus. Non, il faut que toutes ces choses-là se mettent en place. Ce qu'il reste à faire, au moins cette année, c'est peut-être de se mobiliser, c'est d'écrire, c'est demander aux fabricants de jouets ou même aux détaillants des informations sur les conditions de fabrication et c'est de faire pression individuellement. Et puis expliquer aux enfants qu'ils ne sont pas obligés d'avoir le dernier jouet à la mode. Oui, je crois qu'il faut parler de cette enquête aux enfants. Il faut leur expliquer dans quelles conditions sont fabriqués ces jouets. Et je crois qu'ils sont tout à fait capables de comprendre qu'ils peuvent acheter moins, renoncer aux jouets dernier cri et puis réfléchir avec leurs parents sur les moyens d'améliorer cette situation. Marie-France Corr, vous vous êtes bagarrée pour que cette étude existe, pour qu'elle ait lieu. C'était pas simple. Alors les résultats sont publiés dans plusieurs journaux européens ce mois-ci. Ils seront aussi dans le numéro de décembre de J'achète mieux, le journal de la FRC, et dès maintenant sur le site abe.ch. Merci d'être venu répondre à nos questions.